Bonjour. Dans cette dernière capsule, on va essayer de survoler un peu, de voir un peu les critères de fatigue, les évoquer un peu pour comprendre comment on peut mettre en place les critères de fatigue et par rapport à quel état de chargement. En effet, donc, quel que soit le type de chargement, uniaxial ou multiaxial, les critères de fatigue ils sont présents, présentes pour puisse faire justement le dimensionnement des structures ou pour vérifier les structures existantes par rapport à la fatigue. Donc je rappelle, l'état de contrainte peut être uniaxial ou multiaxial, triaxial ou biaxial. Et l'idée c'est, lorsqu'on est dans le cas uniaxial, donc on évalue donc une seule contrainte, mais lorsqu'on est dans le cas multiaxial, il faut chercher une entité équivalente qu'on va essayer donc de comparer par rapport à certaines limites. Alors toujours dans le cas, bien évidemment, l'état de contrainte multiaxiale, les critères de fatigue, on peut donc les situer par rapport aux critères de résistance. Par analogie, donc un critère de résistance permet de situer un état de contrainte multiaxiale par rapport à la limite élastique. Par contre, le critère de fatigue permet de situer un cycle multiaxial de contrainte, mais par rapport à la limite de fatigue, un N, cycle du matériau. Donc le premier, on suppose une contrainte équivalente, un dépassement par rapport à la limite élastique. Lorsqu'on la dépasse, on est dans un état de plasticité. Et dans le cas du critère de fatigue, c'est un dépassement par rapport à la limite de fatigue. Donc on s'oppositionne par rapport à cette limite pour qu'on puisse établir les critères de fatigue. Alors les critères de fatigue, le formalisme, dans la proposition, là encore, du critère de fatigue pour situer un cycle multiaxial donné par rapport à la limite d'endurance en fatigue du matériau, le principe mis en œuvre par un critère de fatigue et la constitution d'une fonction de fatigue qui met en relation les paramètres de contrainte propres au cycle multiaxial analysé. L'amplitude, la moyenne, la valeur maximale, les parties alternées, donc tout le processus d'évolution de la contrainte et la limite d'endurance du matériau, tel que en traction alternée symétrique, en torsion alternée symétrique, en traction répétée, etc. Un critère de fatigue s'exprime donc par une fonction de fatigue où on met l'accent certes sur le tenseur de contrainte, sur la fréquence de la fonction contrainte, sur la contrainte initiale s'il y a lieu, sur l'effet des contraintes tangentielles. Donc c'est une combinaison qu'on va essayer de mettre en place par rapport à certaines limites, à la limite égale à 1. Donc les critères de fatigue utilisent différentes grandeurs pour caractériser l'état de chargement. Le choix de ces variables et leur pertinence dépend des auteurs et du type d'approche utilisée. La décomposition du tenseur de contrainte, on a dit que la partie déviatorique, c'est la partie donc plus intéressante en fatigue, largement utile dans la formulation des critères de fatigue. Les critères de fatigue peuvent être adaptés au domaine de l'endurance illimitée, aussi bien qu'à l'endurance limitée. Interprétation du critère de fatigue. Alors, analytiquement, la fonction de fatigue suffit pour comparer le cycle de chargement appliqué à un seuil critique relatif à chaque matériau. Alors, si D est inférieur à 1, le critère s'avère non conservatif pour le concepteur, donc il prévoit des niveaux de contrainte à l'endurance plus importants que ceux obtenus expérimentalement. Si D est supérieur à 1, le critère place le concepteur en sécurité, donc il est conservatif vis-à-vis du comportement réel du matériau en fatigue. Le cycle multiaxial situé à l'endurance est perçu par le critère comme plus sévère et n'en est en réalité. Dimensionnement avec une marge de sécurité. Schématiquement, il faut vérifier que le point de trajet se trouve à l'intérieur du domaine de sécurité décrit par le critère de fatigue. Si on est en dehors, on dépasse le seuil de sécurité. Cette représentation schématise un peu donc le critère de fatigue en fonction de ces variables. La validation, la formulation d'un critère doit être intrinsèque.
L'information donnée par le critère ne doit pas dépendre du repère de référence dans lequel est exprimé le tenseur de contrainte. La sensibilité du critère de fatigue doit être conforme au diagramme expérimentaux classique. En traction-compression, une contrainte normale moyenne de traction pénalise la tenue en fatigue du matériau, ce qui conduit à une réduction de l'amplitude de la contrainte normale du cycle à durée de vie constante. Une contrainte normale moyenne de compression autorise, au contraire, une plus grande amplitude de la contrainte normale. En torsion pure, la contrainte tangentielle moyenne n'a que très peu d'influence sur le comportement en fatigue du matériau à durée de vie donnée. Donc la validation d'un critère se mesure à la proximité de ses prévisions vis-à-vis de la limite de fatigue réelle à n cycles obtenus par les essais expérimentaux. La classification des critères peut être résumée dans cet organigramme, soit empirique, soit global, soit un plan critique. Bien évidemment, empirique, ils sont issus de l'expérimentation. Global, soit macro, microscopique ou énergétique, sont en fonction de l'invariant des tenseurs de contrainte et ou de la pression hydrostatique. Sur le plan critique, macroscopique ou microscopique, plusieurs critères sont proposés. Ils sont en fonction du cisaillement et de la contrainte normale. Alors, les critères d'approche empirique. Les critères empiriques ont été élaborés suite à un grand nombre d'essais de fatigue. Ces essais peuvent donner de très bonnes prédictions, mais seulement pour la gamme de sollicitation pour laquelle ils étaient élaborés. Donc, ils sont restreints aux essais laboratoires sur le type de sollicitation auquel ils vont être soumis des éprouvettes. Le formalisme des critères selon cette approche est en règle générale exprimé par une relation reliant les composantes moyennes et les amplitudes de contrainte. Cette description phénoménologique est le plus souvent une courbe d'Ulysse aux régressions d'un ensemble de résultats expérimentaux pour une nature de sollicitation donnée, donc une régression de l'ensemble des points. Les paramètres matériaux sont identifiés à l'aide des limites d'endurance sous sollicitation simple, comme la traction-compression alternée symétrique, la torsion alternée symétrique, avec un rapport qui est égal à -1, ou non symétrique pour un rapport de chargement égal à 0, et ou certaines caractéristiques mécaniques monotones, comme la résistance maximale à la traction Rm. Donc là, on montre une courbe avec un certain nombre d'éprouvettes réalisées par plusieurs auteurs qui met en place la contrainte de cisaillement alterné normalisée par la limite de fatigue en fonction de la contrainte normale alternée normalisée par la limite de fatigue. Donc un nuage de points relatifs, comme vous voyez à droite, un certain nombre d'essais donc issus bien évidemment de la bibliographie, des références relatives à chaque matériau, relatives aussi donc à plusieurs auteurs et plusieurs travaux de recherche. Des approches empiriques. La classification des critères. Critères d'approche empirique, exemple 1, le critère de Gore et Pollard. Ce critère a été proposé pour des arbres de machines tournantes, par exemple, chargées en flexion et torsion combinées. Elles peuvent être aussi utilisées sous un chargement de traction et torsion combinée. Remarquez qu'il y a à la fois la contrainte normale et la contrainte tangentielle, puisque vous avez à la fois de la traction et de la torsion qui vont faire apparaître, bien évidemment, donc deux contraintes. Et on met en place un critère liant les deux contraintes et la limite de fatigue en traction alternée et la limite de fatigue en torsion purement alternée. Dans l'exemple 2, le critère de Lie, à partir du critère précédent, pour tenir compte de l'effet de déphasage entre les contraintes multiaxiales, Sambook les propose le critère suivant, donc un autre critère, mais cette fois-ci avec un exposé alpha t, qu'on peut donc extraire à partir de l'équation que vous avez en bas. Alpha t est un paramètre qui dépend de déphasage, et bêta L est une constante propre au matériau. Approche plan critique.
toujours dans la mise en place des critères de fatigue, l'approche plan critique rassemble les critères dont le formalisme est basé sur la recherche d'un plan physique critique, l'endommagement du matériau par fatigue au point où sont connues les contraintes liées à leur action sur le plan en question. Le principe mis en œuvre est de chercher le plan où l'endommagement causé par fatigue est maximum. Or, plusieurs expérimentales ont permis de mettre en évidence qu'après amorçage de la fissure, celle-ci se propage suivant un plan de cisaillement, ce qui met en avant l'importance de ce plan, souvent considéré comme un plan critique. La définition de ce plan critique ainsi que l'expression de la fonction de fatigue sont propres à chaque critère. Ainsi, chaque auteur définit à sa façon, par une combinaison de certaines composantes de contraintes, la quantité caractéristique appelée indicateur d'endommagement, dont la valeur identifie le plan critique. Il s'agit ensuite d'effectuer un balayage de tous les plans matériels jusqu'à l'obtention du plan pour lequel l'indicateur d'endommagement est maximal. Donc c'est un travail sur une approche plan critique où on met en évidence un plan critique où vous avez donc un centre d'endommagement qui est très important et très élevé. La fonction de fatigue apparaît donc le plus souvent comme la valeur maximale de l'indicateur d'endommagement par plan. Donc c'est uniquement une lecture de cette approche qui met en place un plan qui va être un plan d'endommagement maximal, dit plan critique. Approche globale par invariant de contrainte énergétique. Donc cette approche globale réunit les critères qui possèdent un caractère global de par leur formulation ou interviennent en particulier des invariants du tenseur de contrainte ou de son déviateur. Un sous-classement de ce critère est défini selon soit qu'il soit basé sur soit les invariants du tenseur, soit la valeur moyenne ou amplitude des indicateurs d'endommagement, ou encore sur un concept énergétique. Certains critères définissent des grandeurs liées à l'ensemble des plans physiques possibles, passant par le point où l'étude de fatigue est conduite pour ensuite en faire une moyenne quadratique en général. Cette dernière assure aussi donc aux critères basés sur ce principe un aspect global, même si l'analyse consiste à rechercher un plan critique. D'autres critiques de cette approche utilisent uniquement le premier invariant du tenseur de contrainte et le deuxième invariant du tenseur déviateur. Ils peuvent à leur tour être considérés comme une approche intermédiaire entre les critères de type plan critique et ceux d'approche globale, car ces deux termes de contrainte sont proportionnels aux contraintes normales et tangentielles qui agissent sur le plan octaédrique. Les approches intégrales, toujours invariants de contrainte et aspect énergétique. Les critères énergétiques se basent sur le fait que l'énergie transmise au système est emmagasinée d'une part sous forme d'énergie élastique et dissipée d'autre part sous forme de déformation plastique ou de dissipation thermique. Ces critères sont mieux adaptés aux études dans le domaine de la fatigue oligocyclique, là où il y a plus de plasticité, ou dans le domaine de la thermomécanique. La majorité des critères basés sur le concept d'approche globale s'écrivent sous la forme d'une expression qui met en avant le premier invariant du tenseur de contrainte et le second invariant du déviateur des contraintes du tenseur de contrainte. Exemple, le critère de Sinus. Le critère de Sinus est établi en fonction de l'amplitude du second invariant du tenseur déviateur de contrainte et la moyenne des premiers invariants du tenseur de contrainte. Vous avez la formulation en bas qui fait appel à ces deux invariants. Le critère de Gosselin, très voisin du premier, fait intervenir la contrainte maximale des premiers invariants du tenseur de contrainte et le paramètre racine carrée de G2 à l'amplitude, c'est-à-dire l'invariant, le deuxième invariant du tenseur déviatorique des amplitudes de contrainte, et qu'on peut écrire de la forme suivante avec une valeur de bêta qui est exprimée dans la formulation suivante.
Toujours donc classification des critères, les critères de type von Mises ou de type Tresca, que nous avons vu auparavant. Ces critères sont exprimés en fonction de la racine carrée du second invariant déviatorique, les amplitudes de contrainte. Une telle formalisme ou une telle formulation rappelle naturellement le critère de plasticité de von Mises pour un chargement statique. Le deuxième de Tresca, ces critères admettent comme paramètre principal une contrainte de cisaillement, le paramètre gouvernant l'endommagement en fatigue, une combinaison de contraintes normales et de cisaillement agissant sur un même plan, dites contraintes équivalentes. Alors, l'état de contrainte uniaxiale à amplitude variable. La plupart des composantes mécaniques sollicitées en fatigue ne subissent pas des cycles de chargement d'amplitude constante. Vous avez un chargement qui est variable. Les signaux des variables locales sont donc d'amplitude variable, voire aléatoire dans le cas du sisme par exemple. Donc vous n'avez pas un profilé de contrainte qui suit une constance d'amplitude, mais une variation qui est vraiment aléatoire. Il est donc nécessaire d'effectuer un traitement de signal par des méthodes dites de comptage pour qu'on puisse amplifier un peu ce signal et lui donner donc un ordre de grandeur beaucoup plus gérable et beaucoup plus modélisé. Les méthodes de comptage de cycles consistent à extraire des cycles élémentaires du signal qui pourront par la suite être analysés individuellement par une loi de fatigue. Vous avez la définition de cycle traité par la méthode de comptage qui permet de mettre en place un certain nombre de... Alors, on montre la méthodologie justement de comptage d'un signal dans le cas uniaxial, contrainte uniaxiale, amplitude variable, donc l'acquisition du signal, la caractérisation des matériaux en fatigue, traçant un peu la courbe de Wheeler et les diagrammes de Haight, la méthode de comptage des cycles de contrainte par la méthode de comptage, donc l'identification du cycle, comptage, évaluation de dommages partiels, critères d'endommagement et loi de cumul de dommages, linéaires ou non linéaires, et pour en déduire finalement la durée de vie. Le comptage des cycles permet de décomposer la réponse du cycle élémentaire dont l'amplitude et la valeur moyenne sont connues, paramètres de base pour la définition de cycle multiaxial. Une méthode de comptage, c'est une méthode permettant de recenser une variable appelée variable de comptage ou événement statistique, selon laquelle se fait l'extraction du cycle. L'intérêt, c'est d'extraire un peu le cycle, d'écrire cette courbe qui est un peu aléatoire pour qu'on puisse l'amplifier par la méthode de comptage et ressortir un peu, extraire un peu le nombre de cycles. Il en existe plusieurs, aussi bien en déterministes qu'en aléatoires. Ils conduisent toutes à des résultats relativement différents, des erreurs éventuelles sur le calcul de la durée de vie. Alors le principe, la méthode de cycle qui existe dans la littérature, comptage des pics, donc soit on compte les pics, soit comptage des pics avec élimination des petites variables, des variations, l'amplification de signal, le comptage des extréments en 2 passages par la valeur moyenne, ou encore le comptage du domaine par paire, les méthodes de franchissement du seuil, etc. La plus utilisée, c'est la dernière, la méthode de Rainflow, qui est la plus utilisée dans les logiciels industriels, pour qu'on puisse donc ressortir et définir le cycle dans le cas multiaxial ou uniaxial, paramètre de base. Aperçu des méthodes de comptage des cycles, montre un peu différents types de variations d'amplitude de contrainte en fonction du temps. Remarquez que le cycle, c'est un cycle un peu aléatoire. Et l'idée, c'est de compter le nombre de cycles de passage, soit par la valeur moyenne, soit par un dépassement du niveau donné, soit un comptage par la méthode Rainflow, soit un comptage uniquement des extréments. Donc on compte le nombre d'extrémités. Donc il y a plusieurs méthodes qui permettent de compter un peu le nombre de cycles pour des cas de contraintes variables. Étude de cas, étude de contrainte uniaxiale sinusoïdale à amplitude variable, purement alternée. Vous avez donc la configuration à droite qui montre un peu le régime de variation de contrainte. Alors sigma i, c'est les amplitudes de contrainte, et i, c'est le nombre de cycles à rupture.
PTNI, c'est le nombre de cycles effectués par la pièce au cours de son service. Ainsi, l'endommagement partiel au énième cycle peut être défini par le rapport entre les deux nombres, DI égale à INI sur grand NI. Si seulement INI sont appliqués, la pièce aura épuisé une fraction de sa vie égale à D. Ce qu'on appelle donc l'endommagement partiel à énième cycle. Qu'on représente finalement donc pour la loi de Palmgren-Miner, cette loi associe l'endommagement de la structure soumise à un état de contrainte uniaxiale à amplitude variable au nombre de cycles appliqués. Il suppose que les endommagements partiels s'accumulent de façon additive. Lorsque la somme du pourcentage d'endommagement atteint 1, la structure est supposée endommagée par la fatigue. Donc ce coefficient D, lorsqu'il est égal à 1, on suppose que l'endommagement est atteint. La loi, c'est une loi de cumul linéaire du dommage. Par ce, donc, on termine cette partie de fatigue sur ce dernier chapitre. Donc, je vous invite à regarder un peu l'ensemble des capsules pour comprendre un peu ce qui se passe en termes de fatigue et endommagement en fatigue.